À la une, la grève des mareyeurs, une grève de 3 jours à partir de demain. À Kayar, le mot d'ordre sera respecté. Déjà ce matin, mareyeurs et pêcheurs ont improvisé une marche pour s'opposer à la décision de l'État de faire passer tous les camions frigorifiques au pesage à l'essieu. À Pékin, par contre, c'est un autre son de cloche. Là-bas, les membres de l'Association nationale des mareyeurs du Sénégal rament à contre-courant de l'Union nationale des mareyeurs. En clair, ils se démarquent de la grève et défient leurs camarades grévistes qu'ils qualifient de politiciens encagoulés. L'école sénégalaise vers des lendemains incertains, le G20 annonce la couleur débrayage ce matin, suivi d'assemblée générale ici à Dakar et un peu partout à l'intérieur du pays. Le G7, lui, entre dans la danse le 22 janvier prochain. Tous exigent la matérialisation des accords signés avec le gouvernement, accord de 2014. Le Parti démocratique sénégalais suspend sa participation au Front de résistance nationale. Le PDS dit avoir constaté des dysfonctionnements graves au sein du FRN qui aujourd'hui se distingue par de multiples déviances avec notamment des rapports suspects de certains responsables avec le pouvoir en place. La réunion du comité de pilotage du dialogue national n'a pas été de tout repos pour le président Famara Ibrahima Sagna. L'opposition a étalé ses inquiétudes, échange de propos aigre-doux entre le président du comité de pilotage et les acteurs politiques, majorité comme opposition. On évoque le sujet dans le débrief. Nous serons avec Val Djodjongaï, membre de la société civile. Le marché Seydou Nourouba, le sport Youssouf Boyan. Modou Lamine Sow est à la technique. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Le cimetière de Bahia d'abord à Touba, un endroit qu'on pensait sécurisé, mais hélas, à la surprise générale, une tombe a été profanée là-bas à Bahia. Le Daïra qui veille sur les lieux déplore la situation et dénonce l'absence d'éclairage qui caractérise le cimetière de Bahia. Il demande aussi une augmentation du nombre des gardiens. Mohamed Jodiop. Le système de sécurité paraissait infaillible. Assuré par le Daïra Moukadimatul Khidma, il veille sur Bahia depuis son ouverture en 2014. Abdoulaye Diop, secrétaire général du Daïra Moukadimatul Khidma. Donc, Moukadimatul Khidma a fait de gros efforts pour identifier les corps, pour la sécurité également des lieux. Quiconque vient au cimetière de Bahia sait qu'il y a de la sécurité. J'en appelle au calme, que les gens sachent que le Daïra Moukadimatul Khidma veille sur le cimetière de Bahia. De temps à autre, il peut y avoir des actes de sabotage, mais que les gens sachent qu'ici, il y a des efforts qui sont en train d'être faits quand même. L'absence d'éclairage à l'intérieur et aux abords du cimetière, une des principales contraintes pour le Daïra. Abdoulaye Diop souhaite aussi que le personnel de sécurité soit renforcé. Il faut augmenter le nombre de gardiens. On peut même nous doter d'ASP. La superficie totale des cimetières fait presque 1 km². C'est très difficile pour 2 gardiens d'en assurer la totale sécurité. En même temps, il se pose aussi la question de l'éclairage. Ce sont des lampes solaires qui ont été installées ici et elles ne sont pas adaptées. Pour rappel, 2 personnes ont été prises en train de profaner des tombes au cimetière de Bahia à l'est de Touba. Malgré les mesures prises par le Daïra Moukadimatul Khidma pour renforcer la sécurité sur les lieux, des actions de sabotage sont souvent notées. Mohamed Jodiop, Touba, RFM. Mohamed Jodiop, et nous parlons de la panne de l'appareil de radiothérapie de l'hôpital d'Al Diam de Guédiawaye. Retour à la case départ. Les malades sont désormais orientés à l'hôpital Le Dantec, créant ainsi de nouveaux rushs. La maintenance des appareils, un problème du plateau technique au Sénégal, à Wambaye. Les machines de radiothérapie de l'hôpital d'Al Diam sont presque à l'arrêt depuis plus de 4 mois. Le scanner de simulation est en panne et cet élément est la première étape de tout processus de traitement par radiothérapie. Conséquence de cette perturbation, beaucoup de malades sont orientés à l'hôpital Le Dantec au service de radiothérapie qui risquent d'être plongés dans une situation de surcharge de travail avec un personnel technique et médical réduit, sans parler de la longue liste d'attente de malades qui s'allonge. Certains d'entre eux risquent de perdre la vie s'ils n'ont pas les moyens d'aller dans le privé où les coûts restent exorbitants. Et nous voilà encore plongés dans une nouvelle affaire de panne d'appareils de radiothérapie qui remet au goût du jour la question sur la maintenance des machines. Au Sénégal, on sait acheter des équipements, mais on se soucie peu de leur entretien. Résultat, un pas en avant, 2 en arrière. RFM, la radio de toute l'actualité. Direction Kayar où mareyeurs et pêcheurs ont improvisé une marche ce mardi et annoncent une grève de 3 jours à compter de demain. Ils s'opposent à la décision de l'État de faire passer tous les camions frigorifiques au pesage à l'essieu.
Charente Diop. Non au pesage des camions frigorifiques à l'essieu. C'est la plateforme revendicative des mareyeurs et pêcheurs de Kayar. En mouvement d'humeur, ces mareyeurs et acteurs de la pêche de Kayar qui, dans le cadre d'un mot d'ordre de 72 heures de grève, ont même improvisé une marche au niveau du quai de pêche. Mbaye Ndoye, porte-parole des mareyeurs de Kayar. Ici au niveau du quai de pêche de Kayar, pour alerter le président de la République et qu'il nous avait promis de renouveler notre parc automobile. Mais aujourd'hui, à notre grande surprise, au niveau du transport, on nous a exigé des ponts bascules pour que les camions frigorifiques doivent passer à l'essieu. C'est que le poisson, c'est un produit périssable. Si on nous exige à passer par le pont essieu, il y a d'énormes préjudices que ça peut poser aux mareyeurs. Normalement, il devait y avoir des chambres froides au niveau de ces ponts essiers. Mais malheureusement, tel n'a pas été le cas. C'est la raison pour laquelle, du 15, le 16 jusqu'au 17, nous allons faire un arrêt de travail total. Durant ces 3 jours, on est formel. Ces mareyeurs reprochent aux autorités étatiques de faire la sourde oreille sur beaucoup de problèmes, réclamant ainsi l'ouverture de négociations. À moins que le chef de l'État puisse revenir sur ces décisions. Dans ce cas, on peut négocier, voir quelles mesures à prendre pour pallier à ce problème. Le panier de la ménagère risque de souffrir de cette grève. Le poisson commence à se faire rare à Kayar. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop, notez que l'Association nationale des mareyeurs du Sénégal se démarque de la grève de 3 jours à compter de demain et défie l'Union nationale des mareyeurs. Selon Thierno Meng, le président de la dite association, les marchés seront bien approvisionnés en poissons. En clair, cette grève n'aura pas d'impact. Il qualifie les grévistes de politiciens encagoulés. Au terme de leur conférence de presse tenue au marché aux poissons de Pikine, Tine Ndoye s'est confié à Ndongoka. Tout récemment, on s'était réunis au ministère des Transports terrestres. L'Union était là-bas. Nous aussi, nous étions là-bas. On était d'accord à ce qu'on continue le dialogue pour qu'on puisse trouver une solution. On était là-bas avec le directeur Sow. Tout le monde lui a remercié pour lui dire on va continuer le dialogue. Sur le pont bascule, ce qu'on avait conclu là-bas, on nous avait dit si vous avez 15 tonnes, on va vous laisser jusqu'à 20 tonnes. Parce que les fruits, les légumes, tout ça là, ce sont des produits périssables. Donc si on tombe d'accord, alors il nous a promis qu'il ira vers son tutelle pour voir comment on va faire pour satisfaire les mareyeurs. Il ne faut pas qu'un seul jour on dise qu'on arrête notre travail. Nous n'avons que notre travail. Nous interpellons aussi le président de la République. Ce qu'on veut, qu'on laisse les gens travailler. Mais aussi, on doit sauvegarder l'intérêt des populations. On veut qu'on continue le dialogue. Nous, on n'est pas en grève et on va interpeller les femmes et les autres acteurs qui viennent travailler. Demain, on ne part pas en grève. C'est clair, à 4h du matin, tous les marchés seront ouverts. Nous sommes des mareyeurs. Quiconque a le droit de dire ce qu'il a à dire. Tine Ndoye, au nom de l'Association nationale des mareyeurs du Sénégal, qui se démarque donc de la grève de l'Union nationale des mareyeurs, grève de 3 jours à compter de demain mercredi. Et puis je vous l'annonçais également en titre, l'école sénégalaise vers des lendemains incertains, le G20 annonce la couleur débrayage ce matin, suivi d'assemblée générale ici à Dakar et un peu partout à l'intérieur du pays. À l'exemple à Saint-Louis, où les syndicalistes ont tenu un vaste rassemblement. Après donc le débrayage, Cheikh Tidiane Anne, leur coordonnateur, en a profité pour réclamer l'audit des fonds investis dans le secteur de l'éducation. Il dénonce également les lenteurs administratives et exige du gouvernement le respect des accords de 2014. Au micro de Mohamed Nabissila, il s'est aussi prononcé sur la situation des écoles de Saint-Louis, certaines dans un état de délabrement avancé. Il y en a eu même qui ont été fermés. Cheikh Tidiane Anne au micro de Mohamed Nabissila. Où est-ce que les fonds attribués au système ont été investis? Nous n'avons jamais demandé une augmentation de salaire. Ce que nous demandons, c'est qu'ils nous payent notre rue, qui avoisine les 100 milliards. Ce que nous demandons, c'est qu'ils puissent diligenter les actes administratifs, que les enseignants soient en possession de leurs actes. Et nous, en tant qu'enseignants, nous disons que l'enseignant est le premier intrant pédagogique. Le délabrement des écoles, effectivement, à Saint-Louis, chaque année, on ferme 3-4 écoles élémentaires. Au bout du compte, d'ici 5 ans, 10 ans, est-ce qu'il y aura une école à Saint-Louis? Si nous prenons le cas de Duguay-Clédor, qui avait 9 classes physiques fonctionnelles, avec un effectif de 600 et quelques élèves, on délocalise le collège en fermant une école élémentaire. Là où le collège a été délocalisé, il se retrouve avec 6 classes physiques. Et l'effectif dégringole
Aujourd'hui, son effectif est à 200 et quelques élèves, 230 élèves. Donc vous voyez cette déperdition scolaire. Le G20 donc qui exige une augmentation des salaires des agents de la fonction publique et le paiement intégral de la dette que l'État doit aux enseignants. Là-dessus, nous écoutons Baïsar, le secrétaire général du SADES. Il était à Diourbel et sur place, il s'est confié à Babacar Diouf. Nous sommes en janvier 2020 et c'est inadmissible aujourd'hui que nous sommes à l'heure du numérique et que ces détails archaïques, démodés de l'administration plombent la carrière des enseignants. Et c'est pourquoi le G20 s'érige en bouclier pour défendre les enseignants et lutter farouchement pour la satisfaction des préoccupations des enseignants. Il y a également un autre fait qui est un fait majeur. Comme vous le savez, le président de la République a dit à qui voulait l'entendre qu'il n'est pas prêt à augmenter un seul franc sur le salaire des enseignants à l'occasion de son discours du 31 décembre dernier. Nous exigeons non seulement une augmentation, mais que l'État paye la dette qu'il doit aux enseignants et qui est chiffrée aujourd'hui en termes de milliards. C'est en octobre 2017 que la direction de la solde s'était réunie à Saly pour estimer que l'ardoise que l'État du Sénégal devait aux enseignants était chiffrée à hauteur de 100 milliards. Nous étions en 2017. Aujourd'hui, nous sommes en janvier 2020. L'ardoise aujourd'hui a dépassé très largement ce chiffre-là. Et nous exigeons que l'État du Sénégal paye totalement cette dette qu'il doit aux enseignants. Baïsar du SADES, un syndicat membre de la FEDER, en plus bref, la section CS de l'université Assane Seck de Ziguinchor, qui a entamé une grève de 48 heures ce matin. Les enseignants protestent contre le non-respect des engagements pris par le ministre de l'Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Anne, engagement visant à accompagner l'orientation de nouveaux bacheliers là-bas à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Il est 18h13. RFM 94.0, la radio en puissance. Je vous l'annonçais en titre, le Parti démocratique sénégalais qui suspend sa participation au Front de résistance nationale, le PDS, dit avoir constaté des dysfonctionnements graves au sein du FRN qui aujourd'hui se distingue par de multiples déviances avec notamment des rapports suspects de certains responsables avec le pouvoir en place. Tafsir Thioye, le porte-parole du PDS, au téléphone avec Ndaté Diop. Nous avons décidé de suspendre nos activités dans le Front de résistance nationale pour des raisons toutes simples. C'est lié simplement au dysfonctionnement du Front de résistance nationale. Et aujourd'hui, nous avons constaté que le Front a complètement dévié par rapport à la ligne et aux objectifs pour lesquels il a été mis en place. Et la deuxième chose, c'est que nous avons constaté aussi qu'il y a une absence de clarté entre les membres du Front et entre certains responsables de haut niveau du Front et le régime en place. Et pour toutes ces raisons, nous avons décidé de suspendre nos activités le temps d'y voir beaucoup plus clair. Les relations suspectes dont vous parlez, est-ce que c'est pas lié à la présence du Front au dialogue national? Écoutez, nous, par rapport au dialogue national, nous avons dit quelque chose de très clair. Ce dialogue ne nous concerne pas. Et pour toutes ces raisons, et au-delà du fait que cela ne nous concerne pas, nous avons constaté, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le Front, au regard de ses responsables qui le dirigent actuellement, ils entretiennent des relations qui ne sont pas très claires. Et par conséquent, nous avons décidé de suspendre nos activités. Tafsir Thioye, le porte-parole du Parti démocratique sénégalais, le PDS, donc, qui a décidé de suspendre ses activités au sein du Front de résistance nationale. La majorité et l'opposition siégeant au sein de la commission cellulaire du dialogue politique annoncent déjà la couleur de ce que seront en tout cas les débats au sein du dialogue national. Échange de propos aigre-doux entre le président du comité de pilotage, Famara Sagna, la majorité et l'opposition. On voit ça avec Mohamed Ali Mouba. Mais attendez, vous avez la parole. De Croix, écoutez, mais on ne peut pas travailler dans ces conditions. Je lis mon discours, on suspend la séance et puis on commence. Famara Ibrahima Sagna voulait laver le linge sale en famille, mais l'opposition ne lui a pas donné l'occasion. Maktar Souran attaque. Le problème, c'est la démarche unilatérale, non consensuelle qui nous pose problème par rapport même au reste. Oumar Sarr le soutient. Quand on voit rapidement les propositions, on dit par exemple que les décisions des commissions thématiques sont adoptées par consensus ou à défaut de consensus par vote positif de la majorité des membres présents. C'est ça qui nous inquiète, Monsieur le Président. On ajoute, on ne nous informe pas. S'il vous plaît. Ça nous inquiète. Le grand Serigne, Pape Ibrahima Diagne, s'y mêle. Il faudrait qu'on arrête de dire nous les politiques, nous les positions, nous le pouvoir et nous autres. Nous sommes vraiment pas de parti. Pape Ibrahima Diagne appuie
par Cheikh Tidiane Gadio. Et la suggestion maintenant est la suivante. On installe d'abord le comité, on lève la séance et on se retrouve maintenant pour arranger nos affaires à l'interne. Et finalement, le président du dialogue national, Famara Ibrahima Sagna, obligé de donner des gages. Moi, vous savez, Dieu m'a aidé. J'ai appris à gérer l'équidistance. Moi, on ne me manipule pas, personne ne me manipule. Il y avait 42 ans dans l'administration, personne ne m'a jamais manipulé. Je n'ai jamais manipulé qui que ce soit non plus. Après le discours du président du dialogue national, les travaux finissent par démarrer à l'appui des caméras et autres micros. Avant-goût, peut-être des discussions houleuses sur la table pleine de questions politiques et sociales. PASTEF et le PDS ont brillé par leur absence. Mohamed Ali Mouba, nous parlons justement de cette réunion du comité de pilotage du dialogue national dans le débrief. Je rappelle que nous serons avec Valdio Ndiaye, membre de la société civile, et puis Ibrahima Famara Sagna, le président du comité de pilotage, a profité de cette rencontre pour solder ses comptes. Il a répondu à Mamadou Lamine Diallo qui accuse les membres du dialogue de gaspiller les ressources publiques, 10 millions de francs CFA par jour, payer donc l'hôtel et les perdiums entre autres. Nous écoutons sa réponse, Famara Ibrahima Sagna. Effectivement, moi-même j'ai lu des choses extraordinaires dans la presse. J'ai même lu dans la presse que l'honorable député Diallo m'a conseillé de ne pas accepter ce poste alors que je ne l'ai pas vu depuis plus de 2 ans. Alors je ne sais pas à quel moment, peut-être que ce n'est pas le télépathie qui me l'a dit, mais je peux vous dire formellement que moi je ne suis pas quelqu'un à qui on dicte une conduite. Voilà. A fortiori, mon neveu, qui est le fils de mon ami Adama Diallo, je ne vois pas comment il peut me dire ne travaille pas avec Tartampion pour Jacques Pierre. Ça, je pense qu'il l'a dit pour les besoins d'une cause que je ne peux pas qualifier. En ce qui concerne les dépenses, je vous regarde dans les yeux et je vous dis, je suis président de ce comité. J'ai dit au président que je travaillais bénévolement. J'ai besoin ni de salaire ni d'indemnité. Je l'ai dit officiellement au chef de l'État. Il l'a noté. Deuxièmement, depuis qu'on m'a nommé, à ce jour, comme budget, je n'ai pas reçu un dime. Mieux, j'ai dit au président, faisons des économies. Et c'est la raison pour laquelle on est dans cette salle. On m'avait proposé de louer des salles d'hôtel pour le comité et pour les commissions. Sport, c'est avec Youssouf Bodian. Youssouf, bonsoir, bienvenue. Merci Barthélémy, bonsoir. Nous démarrons avec le foot, la CAN 2021. Les dates de la compétition devraient être connues. Demain, mercredi, ce sera la fin de la visite de 3 jours du président de la CAF et de sa délégation actuellement au Cameroun. C'est très probable que la CAN retrouve sa période habituelle, c'est-à-dire le mois de janvier, pour des raisons de météo officiellement. Si cette décision est actée, les dates de la 4e et 5e journée des qualifications vont aussi changer. Ce sera au mois de mars au lieu du mois d'août initialement prévu. Donc le Sénégal devrait affronter la Guinée-Bissau pour la 4e journée, pour la 3e journée plutôt au mois de mars. Le foot en Europe avec l'Italie qui joue les 8e de finale de sa Coupe nationale. Notez que Naples a battu tout à l'heure Perugia par 2-0. Naples donc sans Kalidou Koulibaly toujours blessé. Lazio Rome qui mène Cremonese par 3-0. On joue la 60e minute. Et puis Inter Cagliari, match prévu à 19h45. Chez nous, on va parler karaté avec le retour en triomphe des karatékas sénégalais qui étaient partis à Bamako. Il y avait donc ce week-end les championnats d'Afrique de la zone ouest. Le Sénégal qui est rentré avec une belle moisson de médailles d'or. Certains de ces karatékas habitent la région de Kaolack. Là-bas, ils ont été accueillis comme des héros. Ibrahima Djamé était à l'accueil. Ils sont accueillis en héros à la préfecture de Kaolack. Ces champions d'Afrique de l'Ouest de karaté, parmi eux, des fils de Kaolack ont raflé toutes les médailles, toutes catégories confondues. De leur retour triomphal de Bamako où s'est tenue cette compétition, donc, ils ont fait escale à Kaolack. Souleymane Badialo, chef de la délégation. Nous avons amené une équipe complète en cadet junior et senior. Donc, si vous avez vu ces gosses-là, ce sont des gosses qui ont du métier. Devant de grosses cylindrées, ils ont sorti le jeu. Faire ce qu'ils ont fait n'était pas facile.
Donc les enfants ont tout raflé. Ils ont laissé que les miettes devant les autres qui sont vraiment qui ne revenaient pas de cela. C'est nuitamment qu'ils ont débarqué dans les locaux de la préfecture, une dizaine de karatékas, des médailles en bandoulière. Le préfet de Kaolack, Cheikh Ahmed Tidiane Thiaw, leur exprime tout son enthousiasme et sa satisfaction. Merci Gaïndé. C'est une victoire pour vous-même, mais c'est une victoire pour l'ensemble des Sénégalais. Je voudrais singulièrement, au nom de l'ensemble des membres du gouvernement, mais également au nom du ministre des Sports, vous dire Djangen Dieuf Tchakaou Tchakanam. Toutefois, les karatékas n'ont pas manqué de souligner le manque de moyens dont la discipline est confrontée. Ils demandent davantage d'accompagnement sur le plan financier et la construction d'infrastructures pour le karaté. Ibrahim Djamé Kaolack, Radio Futur Média. Merci Djamé. Retour à Dakar pour parler de lutte à Pikine où on attend toujours les grands combats. Et l'ambiance qui va avec. Les Pikinois nostalgiques donc espèrent des combats pour le lutteur tels que Ama Baldé, Boy Niang et autres. Je vous propose de suivre le reportage de Nongoka. Une matinée à Buntu Pikine rythmée par le vacarme des cars rapides et autres véhicules de transport en commun. Alioune, trouvé devant son domicile au milieu de ses amis, observe cette ambiance et se souvient de la période où Mohamed Ndao Tyson faisait vibrer tout le monde à Pikine. Ay ndaw lañ yàgg suivre lamb jamonoy Tyson ba muy bëre fii dañ daan jóge fii di daw di jubilé di genre mais Pikine dafa mel ne aw benn faay bu ndaw bi nag dafa mel ne dañoo xaw a fàtte lamb ji sa du yoon. Alioune, un fervent amateur de lutte, espère pouvoir revivre cette belle époque, surtout qu'il mise sur les ténors pikinois pour que cet engouement puisse renaître. Dégg nañ fi ay combat Ama Baldé ak Modou Lo taxaw na Balla Gaye na may Boy Niang sant Eumeu Sène ñëw bëre Tapha Tine may ko sant defaral ko lu toj Pikine yugaat loolu mooy dëgg. Ces grandes affiches évoquées, l'assistance s'intéresse à notre discussion. Pourtant à côté, c'est Jaguar numéro 2 qui s'affaire autour du thé. Le pensionnaire de l'écurie Pikine Molo est nostalgique d'un bain de foule, des grands combats. La voix du chanteur Cheikh Diagne a retenti plus d'une fois lors des Open Press à Pikine. Lui aussi, il veut retrouver l'effervescence des supporters. Même les femmes partagent le même avis. Nongoka Pikine, Radio Futur Média. Vivement donc le retour des grands combats à Pikine, Barthélémy. Merci beaucoup, merci Youssouf Boyan, il est 18h23. Le marché sur RFM. C'est Seydou Nourouba qui tient le panier. Le marché se déplace jusqu'au royaume chérifien. Au Maroc, de nombreux Sénégalais s'activent dans le commerce. Une activité qui rapporte gros au vu des prix des produits essentiellement importés du Sénégal et proposés sur place. Mais nos compatriotes font toutefois face à un énorme défi. Il s'agit des charges liées à l'importation de leurs produits depuis le Sénégal. Reportage à Casablanca de Radimbaï. 14h au marché sénégalais de Casablanca. Bienvenue chez Ndaïba, une commerçante sénégalaise qui vend du tout ou presque. Je fais de l'import-export. Je vends des vêtements de toutes sortes, du lait de corps et des produits alimentaires. Tout ce qui est alimentaire. Des produits importés du Sénégal, très recherchés dans ce marché pour les commerçants et les commerçantes, c'est une bonne affaire. Tout marche ici, on remercie le bon Dieu. Alhamdulillah. Sauf qu'aujourd'hui, la concurrence commence à faire rage. Et pour se démarquer, une seule solution s'offre aux vendeurs, la hausse des prix. Les bouillons qu'on achète au Sénégal à 25 francs, on revend ça à 60 francs. Mais il y a les frais de transport. C'est le double certes, mais ça va. D'autres commerçants ont une idée plus originale. C'est le cas de Mamsey. Il arrive qu'on achète les mêmes bagages ici et chez nos compatriotes parce que c'est compliqué au niveau des frontières. Pour l'heure, aucun horizon de baisse des prix. Les tarifs appliqués par les douanes sénégalaises et marocaines sont en constante hausse. La durée de voyage des marchandises, qui peut prendre plus de 2 semaines, ne joue pas en faveur des vendeurs. Khadim Baye, merci. Et le Maroc, dans tout ça, qu'est-ce qu'il gagne de sa relation sur le plan économique
avec le Sénégal et ses commerçants et autres Sénégalais qui s'activent dans d'autres domaines et qui très souvent font la navette Dakar-Casablanca, Casablanca-Dakar. Cher Ibrahima Dafé, économiste, enseignant-chercheur, que nous écoutons. Ces produits-là, ils vont être vendus, ils vont devenir plus chers. Ces entreprises vont avoir une plus-value sur les produits qu'ils devaient vendre pour supposer vendre ça au niveau du marché local. Il y a un lien fort entre exportation et croissance économique. Maintenant, quand il y a une croissance économique, ça va affecter la balance commerciale et la balance des paiements. Et vous allez voir, sur les destinations des produits marocains vers le Sénégal, il y aura une hausse, une augmentation qui va favoriser d'abord, parce que tout produit qui sort d'un pays est affecté de taxes. Donc droit de douane, à l'entrée également imposé. Donc du coup, ça va augmenter les devises, les revenus supplémentaires à l'économie. Maintenant, quand j'ai dit également de mouvements de biens et services, il y a également des mouvements de personnes. Ce sont des personnes qui se déplacent pour aller acheter là-bas et venir revendre ça au Sénégal. Donc il y aura le secteur du transport dans sa globalité, à savoir les billets d'avion. Ce sera un tourisme d'affaires, non pas un tourisme, mais il y aura un tourisme d'affaires. Donc ça aussi, c'est un gain pour l'économie marocaine. Le marché, c'est fini. Envoyez vos critiques et suggestions sur RFM Dakar @gmail.com ou rfmlemarché@gmail.com. À toutes et à tous, merci d'avoir suivi. Rendez-vous mardi prochain. Merci beaucoup Seydou Nourouba, à mardi prochain pour un autre numéro du marché. 18h27, l'heure du débrief. Nous sommes avec Valdiodio Ndiaye. Monsieur Ndiaye, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de la société civile. D'abord, est-ce que vous siégez au niveau du comité de pilotage du dialogue national? Non, mais plutôt je siège au niveau de la commission politique. De la commission. Ok, de la commission politique. Alors, comment vous avez apprécié un peu cette polémique qui a caractérisé la réunion du comité de pilotage de ce matin? Bon, moi, je pense qu'il ne faut pas dramatiser, outre mesure, dans la mesure où, à mon sens, c'est une prise de contact. Ils sont en train un peu de cadrer les choses. Il est évident qu'il y aura des contradictions, parce que c'est les personnalités qui proviennent d'horizons divers. Et donc, c'est tout à fait normal que dans le cadrage un peu des mécanismes de travail, qu'il y ait peut-être quelques couacs et des différenciations de vues entre les différents acteurs, parce qu'ils viennent quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'horizons divers. Mais attendons de voir pour voir, peut-être d'ici vendredi, ils auront le temps de faire plus de réglages et d'harmoniser davantage les positions. Parce que ce qui est important, c'est l'objectif qui est assigné à ce dialogue national-là et qu'ils puissent inscrire toutes les actions qu'ils vont mener dans le temps. C'est-à-dire, parce que quand même les délais sont courts, parce que c'est des délais assez restreints de 3 mois. D'accord. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est des personnalités qui viennent d'horizons divers. Naturellement, chaque personnalité débarque avec ses préoccupations. Comment gérer tout cela? Bon, justement, je pense qu'ils ont essayé de trouver la bonne formule, c'est-à-dire par l'instauration de sous-commissions thématiques et avec des spécifications et certainement des termes de référence, pour ne pas dire cahier de charges très précis. Je pense que c'est tout un travail en amont qui devrait être fait et très rapidement que les membres du comité de pilotage s'astreignent à la tâche. Et à partir de ce moment-là, il est évident que peut-être on peut penser que il y a un travail préalable qui nécessite un certain nombre de réglages. Mais espérons que d'ici peut-être 1 à 2 à 3 séances, s'ils parviennent à mettre des sous-comités de travail avec des rédacteurs, avec des rapporteurs, etc. Parce que ce qui est important dans ce type de travail-là, c'est la méthodologie de travail qui est arrêtée. Et déjà, moi, j'estime que le dialogue national, avec les différentes commissions qui ont été instituées et le profil des membres qui ont été sélectionnés, ils ont déjà une bonne revue documentaire, dans la mesure où aujourd'hui, par exemple, il y a énormément de travail qui a été fourni dans le domaine, je donne un exemple, des ressources minérales. Beaucoup de travail a été fait également dans le domaine de la justice, parce que je pense que la justice fait partie, par exemple, des questions de droit, l'état de droit, ça fait partie quand même des commissions qu'on doit instituer au niveau du dialogue national pour au moins travailler sur les questions, le recadrage de la justice, qui est une préoccupation majeure au Sénégal.
et l'agriculture, la santé, etc. Il y a énormément de sujets à évoquer. Mais aujourd'hui... Il y a énormément également de bases documentaires, sources de travail, effectivement. D'accord. Les décisions des commissions thématiques sont adoptées par consensus ou à défaut par vote positif de la majorité des membres présents. Vous pensez que c'est la solution? Bon, moi, personnellement, je pense que quand on parle de dialogue, on y va avec un esprit de dépassement et de consensus. Moi, je ne suis pas trop enclin sur l'orientation relative au vote positif. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment mettre en avant l'esprit de consensus. Donc, c'est ce vote positif-là vous semble un peu... Oui, parce que pourquoi je dis le vote positif me semble problématique dans la mesure où les personnalités qui ont été désignées, siégées au niveau du dialogue, provenant d'horizons divers, l'ont été de manière unilatérale. Il faut qu'on se dise aussi des vérités. Quand je dis unilatéral, ce n'est pas une critique, mais on a estimé qu'a priori, ils avaient ces potentialités-là. Et peut-être que l'opposition a donné des membres, le pouvoir a donné des membres, etc. Mais aussi, c'est sûr que quelque part, vous allez entendre des pans qui vont vous dire qu'on n'est pas présent au dialogue. Comme par exemple, moi, je pense les artisans, par exemple. Ils sont en train de demander à être présents au niveau du dialogue national. Parce que là, tout le monde sait qu'aujourd'hui, que l'artisanat, c'est une préoccupation majeure si on veut développer les ressources à la base. Et aujourd'hui, les artisans ne sont pas dans ce dialogue-là. Je pense que tous ces secteurs... Donc, le dialogue n'est pas inclusif, alors? Je pense qu'il va falloir, il y a un effort avec la désignation supplémentaire des 40 membres, mais il faudrait davantage élargir la palette et créer de bonnes sous-commissions avec des objectifs de travail très précis. D'accord. Merci beaucoup. Merci Valdiodio Ndiaye. Merci beaucoup. Malheureusement, nous sommes rattrapés par le temps. Merci Valdiodio Ndiaye, membre de la société civile. Mesdames, Messieurs, merci à vous. juróom-ñeenti waxtu ci rajo Futur Média ñi ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax ànd beeg ñun xibaari wolof yi ci yaatal ngeen ci ànd ak Makumba Bey